Bonjour à tous, et on se retrouve donc aujourd'hui pour parler en full spoiler d'Oppenheimer. Et Nolan, tu me manques. Mais bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons d'abord des points positifs. Et la première chose qui m'a marqué, dès le début, ce sont tous les éléments réflexifs sur le génie créatif, l'esprit créatif et ce qui se passe à l'intérieur de la tête d'un créateur. La façon d'observer son environnement pour stimuler son génie, comme l'action des gouttes de pluie sur une flaque, ou la réaction du verre lorsqu'il explose au sol, l'inspiration de toutes les formes d'art pour aider ses pensées à travailler autrement et faire des associations d'idées et de concepts inattendus, comme lorsqu'Oppenheimer semble fasciné par la déstructuration de Picasso alors qu'il cherche, lui, à décomposer l'atome. Aussi, les flashs visuels ou sonores avec ses sons stridents ou ses plans éthérés sur des particules qui hantent l'esprit d'Oppenheimer. Sans rentrer dans les détails ni faire une parfaite comparaison, je n'ai pas le melon de Nolan, c'est là très proche de mon propre état d'esprit quand j'écrivais il y a 10 ans. Cette espèce d'état fiévreux où l'on est tout le temps avec son histoire, on vit avec ses personnages, on respire leur dialogue, on en rêve, oubliant parfois de nous nourrir lorsque l'appel du traitement de texte est trop fort, et toujours une sorte de torsion de la réalité où le moindre phénomène qui nous entoure peut être intégré, remâché, repensé, ajouté au processus créatif et mené à la bonne idée pour faire avancer son histoire. La façon qu'a Nolan d'utiliser cet état créatif est très stimulante, très intime, une vraie confession d'artiste à nu, et c'était un régal de voir ça porté à l'écran. Aussi, sur la même lignée, tous les passages sur la création de la bombe sont très bons, et même sans y comprendre grand chose aux explications scientifiques, on se laisse facilement prendre au jeu de ces personnages hors normes, au cerveau bouillonnant, qui réfléchissent, confrontent et produisent ensemble dans une folie créatrice, débridée, presque adolescente. Les meilleurs moments du film. Mais un film qui, justement, aurait dû rester concentré sur ça pour que passe la pilule. Venons-en donc au reste de l'œuvre et à sa narration. Et oh mon Dieu, quel enfer! Il y a beaucoup à dire et je ne saurais pas par où prendre le problème, très honnêtement. Alors, au hasard, commençons par parler de l'avalanche de personnages. C'est partout, tout le temps, tout le film, quel que soit l'arc narratif ou le contexte. Nolan nous noie littéralement sous son casting, sachant que même des personnages qui nous sont présentés comme étant très importants ne restent à l'écran que quelques minutes, voire quelques secondes, sans jamais que le film ne leur donne vraiment du corps, sans jamais qu'on prenne le temps de vraiment les comprendre. Il arrive souvent dans les biopics que plusieurs personnages réels soient fusionnés en un seul afin de faciliter la lecture du film, et c'est normal étant donné qu'on n'est pas devant un documentaire, mais un film de cinéma. Mais ces astuces, nécessaires, non pas pour mâcher le travail à un public abruti, mais pour s'assurer de produire une œuvre compréhensible et mieux faire passer le propos du film pour justement le rendre plus stimulant dans la tête des spectateurs, eh ben non, ce n'est pas du niveau de Nolan. Le désir de celui-ci de frimer surpasse désormais celui de livrer un film. En résulte une salle qui se vide non pas en dialoguant avec passion sur la bombe, sur la politique et l'histoire avec un grand H, mais en se plaignant d'être fatigué, d'avoir mal aux jambes et de vouloir aller se changer les idées tout de suite avec une glace en terrasse au soleil pour parler des derniers potins. Oui, je l'ai entendu hier. Bravo Nolan, mission réussie, nous voilà tous éclairés. Autre point maintenant, je disais dans mon short d'hier que Nolan n'avait plus peur de rien. Mais en fait si, Nolan a terriblement peur du silence. Les dialogues ne se posent jamais. Le film est un interminable enchaînement de chant contre chant ultra cut. Certains plans se suivent et ne durent même pas une seconde. Comme si Nolan avait oublié qu'avec sa caméra, il pouvait filmer deux personnages en même temps et travailler son cadre, sa lumière et le positionnement de ses acteurs pour transmettre des informations sans dialogue, par la magie et la grâce même du show don't tell, à l'aide tout simplement du pouvoir évocateur d'un art visuel qu'il semble avoir oublié en cours de route, le cinéma. Au lieu de ça, Nolan nous livre un immense clip vidéo, une longue bande-annonce.
preuve en est que, toujours dans cette lutte acharnée pour ne laisser aucune place au silence, et donc au spectateur, la musique est omniprésente, sans temps mort, et dégouline de partout, même sur des scènes qui mériteraient le silence pour mieux faire résonner la façon dont les acteurs, tous très talentueux, délivrent leurs textes. Et c'est paradoxal parce que Nolan fait quasiment exclusivement reposer son film sur les dialogues, et pourtant c'est comme s'il craignait que l'art de ses comédiens ne suffise pas, ou que son public soit trop bête pour comprendre, et il se sent donc obligé de tout ponctué par l'OST, quitte à tomber parfois dans une grandiloquence très malvenue. Et si certains trouveront la prétention de Nolan à son maximum dans les grandes scènes pyrotechniques, pour moi c'est dans le dernier acte que cette prétention explose au point d'en oublier réellement toute pudeur, lorsque Nolan souligne, que dis-je, englu, les échanges de l'audition d'Oppenheimer par des suppléments sucre et chantilly bien gras qui nous vrillent les tympans jusqu'à presque rendre les dialogues inaudibles, dans une espèce de grande emphase, comme s'il était en train de filmer Batman fuyant la police, alors que ce sont juste des types en costard qui parlent politique. Ce dernier acte aurait d'ailleurs largement gagné à reposer sur une rupture de ton radicale, brusquement beaucoup plus posée, plus silencieuse, plus pesante, pour bien nous faire ressentir le calme après la tempête, le retour à la raison après la folie créatrice, et le caractère étouffant de la petite salle d'interrogatoire, remettant les personnages à leur place, de simples et tout petits humains faillibles et en sueur, sur leur petite chaise dans leur petit cagibi, ridicules et minables face à l'horreur dévastatrice et bien concrète qu'ils se sont permis de créer ou valider plus tôt dans le film. Sans compter qu'il y a un trop fort déséquilibre dans ce dernier quart entre les enjeux de la bombe et ceux du communisme. Et s'il était plutôt plaisant que ce deuxième sujet soit abordé dans la première partie du film, par petites touches, il en devient, excusez-moi, mais complètement délirant de le voir prendre quasiment toute la place dans la dernière partie, après le test de la bombe. Imaginez si The Dark Knight avait duré 1 heure de plus après la fuite du Batman en moto, mais 1 heure quasiment sans Bruce Wayne, sans action, juste un tunnel de dialogue entre Gordon et les politiques de Gotham dans des bureaux étriqués établissant les conséquences juridiques de l'après Harvey Dent. Et ben c'est basiquement ce que propose Oppenheimer. Le comble étant que dans cette partie, Nolan met presque plus d'emphase dans les scènes de révélation sur l'identité de l'espion ou des dessins secrets de Strauss que sur les conséquences du gros machin qui fait boum et qui a tué des millions d'humains et sur lequel repose toute l'histoire d'Oppenheimer et toute la promo du film. Allez, quand même, on a droit à une vague évocation cryptique dans la scène du discours formaté d'Oppenheimer au public, mais rien de plus. Alors bien sûr, la mise en scène qui enferme le public dans la pièce et nous le fait percevoir en folie à travers des vitres fauves, dans une cacophonie joyeuse qui se transforme en cris horrifiés, fait un beau parallèle entre l'horreur de la bombe et l'horreur des camps de concentration, appuyant ainsi la nuance et mettant Oppenheimer au même niveau que les architectes allemands des chambres à gaz. Mais c'est à peu près tout ce qu'on aura d'un peu créatif et subversif avant de retourner à l'interrogatoire et au bureau administratif assommant. Mais attention, pas assommant de lenteur, hein. Non, non, non. Je me dois d'y revenir parce que c'est le problème du film, car avec Nolan, rien ne doit être comme chez le voisin. Ici, c'est la rapidité du montage qui rend l'entreprise assommante. Mais ça on le sait maintenant, un peu comme un camé qui veut sa dose, Nolan ne connaît plus rien au calme, il ne sait plus s'en satisfaire. Désormais, tout, absolument tout, doit aller vite, très vite. Laisser tourner la caméra pour faire parler un simple regard, il ne sait plus faire, ou ne se l'autorise plus. Nolan rejette désormais le pouvoir pourtant très évocateur du vide et du rien. Son film a beau pourtant parler frontalement à un moment du vide qui compose la matière, il n'a même pas pensé à l'ajouter à l'équation de son film. Tout, absolument tout, doit être rempli. Le cinéma de Nolan est devenu une feuille à carreaux que le réalisateur, petit enfant hyperactif, bourré de tics irrépressibles, ne peut s'empêcher de remplir. Tous les carreaux doivent être pleins. Tous, 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 tous. Toute la page doit être couverte d'encre, aucune place pour respirer, aucun espace blanc laissé, pourquoi pas, au crayon d'un autre, aucune place pour la pensée, voire la créativité du spectateur. Il n'y a que la sienne qui compte.
Parce que laisser le spectateur respirer et penser le film par lui-même pendant la séance, c'est laisser le spectateur prendre le pouvoir sur le film. Or Nolan est parti tellement loin dans son ego trip qu'il ne le permet plus. C'est lui le maître et personne ne doit questionner ce fait. Et ce qui fait mal, c'est que ça n'a pas toujours été ainsi. Fut un temps, Nolan savait encore poser son récit au moment où c'était nécessaire. Je repense à cette scène de Batman Begins par exemple, lorsque le jeune Bruce revient au manoir après ses études, les dialogues entre lui et Alfred puis Rachel prennent le temps de se poser un peu, d'échanger des regards, quelques silences, et lorsque Bruce retrouve la mallette de médecin de son père, les gestes sont lents, le regard de Bruce dure un petit peu, et le flashback, bien que très bref, n'est pas non plus un pur et simple flash agressif, il nous laisse apercevoir un regard père-fils, un sourire échangé, un vrai moment de complicité, très évocateur, sans besoin de paroles. Aujourd'hui, Nolan ne sait plus faire ça. S'il savait donner un minimum de cœur à ses œuvres de jeunesse, désormais ces petites lenteurs nécessaires sont traitées comme des corvées et il les brade vite fait, comme ça, pour la forme. En résulte un style ultra rapide, ultra cut, fatigant. Et en soi, ça pourrait être un vrai style. Les films de Nolan pourraient désormais être à appréhender comme des toiles contemporaines sur lesquelles le réalisateur jetterait des splashes de gouache et laisserait ce patchwork tel quel pour tenter, j'imagine, de délivrer ce qu'il considère comme une œuvre pure, vibrante, sans chichi, avec presque un côté premier jet, sur le vif, sans réécriture. Et oui, dans l'idée, ça peut être intéressant, carrément. Le souci étant qu'il n'y a plus aucune limite, plus aucun cadrage à tout ça. Plus personne n'ose dire non à Nolan, plus personne n'ose l'arrêter, et c'est malheureusement ce qui arrive quand le génie n'a plus aucun contrôle. Il devient solitaire, maniaque, abscon, dénué de tout recul, j'ai presque envie de dire complètement fou. De fait, le rythme ne fonctionne pas, le dosage des intrigues n'est pas bon, les personnages sont froids, les faux raccords sont légion, Nolan a tellement la tête perdue dans ses ingrédients qu'il en oublie le dressage de son assiette et il nous la livre comme ça, en bordel. Le souci étant qu'il a tellement pris la confiance, il a reçu tellement de louanges que plus aucun de ses commis n'ose lui dire qu'il y a peut-être un souci avec ce qu'il sert à ses clients. Plus personne sur le tournage, à l'écriture ou au montage n'est là pour confronter ses idées. Je me permets une petite parenthèse de comptoir, mais en fait, c'est malheureux mais je crois que Nolan n'a aucun ami. Un ami pour lui dire gentiment quelques vérités autour d'une bière. Je le soupçonne d'être soit terriblement seul, soit très mal entouré. Et ça me rend profondément triste quand je repense à son style d'il y a 10 ans, imparfait bien sûr, mais au moins digeste, pour ne pas dire regardable. Personnellement j'adorais, c'était déjà très très bien. Il n'y avait absolument pas besoin d'y rajouter ce plus insupportable et m'as-tu vu. Bon allez, retour au film et en vrac, citons la déstructuration temporelle habituelle qui ici n'apporte absolument rien si ce n'est nous perdre encore plus, merci. Ou encore l'utilisation du noir et blanc, dont le sens me paraît extrêmement nébuleux. J'imagine que lorsque le Blu-ray sortira, certains s'amuseront sur leur table de montage à tout défaire, à faire le tri et sauront y trouver une intention réellement justifiée. Mais pour le moment, ça semble juste être tape à l'œil. Ce n'est pas vraiment lié à la temporalité, et on peut déjà deviner que c'est lié au personnage de Strauss. Ça, d'accord, mais alors les enjeux purement politiques de ce dernier semblent tellement déconnectés du reste et de l'enjeu principal du film, Oppenheimer et sa bombe, que je doute fortement que cet artifice mériterait de venir polluer encore plus la lecture du film. Bien, maintenant remettons tout ça à plat et venons-en à la conclusion. J'ai adoré. Plutôt, j'ai adoré sa version alternative en fermant les yeux. Une version libérée de tous les artifices actuels de Nolan, une narration un peu plus linéaire, des plans juste un peu plus longs, quelques dialogues supprimés au profit de silence et de regards plus évocateurs, en somme plus cinématographique. Nous n'avons eu droit qu'à un aperçu, une espèce de premier jet sans aucun recul, ou un très long trailer, du chef-d'œuvre absolu de Nolan que ce film aurait pu être s'il était sorti avec son style plus mesuré et pour moi déjà parfait d'il y a 10 ans. Seulement voilà, le constat est là, Christopher Nolan fait désormais cavalier seul. Il a perdu l'équilibre, il est parti trop haut,
ou non, plutôt trop loin, et ainsi seul reste Nolan, pour Nolan, par Nolan, et ce truc-là, la pellicule, dont il se sert pour tartiner son esprit en constante ébullition créative, et ça c'est merveilleux en soi parce qu'il en a énormément là-dedans et c'est génial, mais sans plus du tout prendre garde à ne pas en étaler à côté et en foutre partout. Et d'une certaine façon, je le comprends. Mon premier gros roman, à 20 ans, était exactement comme ça. Un gros machin beaucoup trop long et verbeux avec un protagoniste torturé par ses pensées et sa créativité qui sur des pages entières partait dans des monologues interminables sur le sens de la vie et la corrélation entre l'art et les mystères de l'univers. C'était imbuvable. Et donc, inévitablement, et c'est ça aussi le travail de création, il m'avait fallu tout réécrire, tout effacer, depuis le premier mot, pour en livrer une version fonctionnelle et surtout littéraire, à destination de lecteurs. Bon, même si j'ai jamais osé l'envoyer, mais autre histoire. Là où Nolan, lui, malgré l'âge et l'expérience, part désormais toujours gagnant et trop sûr de lui, de tout ce qui vient de lui, et considère qu'il faut tout mettre, toutes ses idées, toutes les faire rentrer en un seul film, en forçant bien sur les coutures, oubliant en chemin de délivrer un film de cinéma, pour des spectateurs de cinéma. Et vous savez quoi ? Le plus malheureux, c'est que Oppenheimer, son film, parle très exactement de ça, entre autres. Un homme qui pense trop loin, ne se fixe pas de limites, se perd et perd ses proches en chemin, jusqu'à créer quelque chose d'inarrêtable. Est-ce un aveu ? Nolan a-t-il compris ? Y a-t-il une lecture cachée derrière la dernière scène ? Nous annonce-t-il qu'il a commencé à comprendre son égarement et qu'il va de nouveau nous intégrer au processus d'élaboration de son art, de nouveau prendre du plaisir avec ce dernier et avec nous, collectivement, spectateurs de cinéma ? Je me fais sûrement des films, lol, mais croisons les doigts. Sur ce, ne m'incendiez pas s'il vous plaît et épargnez-moi le « t'as rien compris ». C'est pas la question. L'histoire d'Oppenheimer est simple en vrai. Le souci réside dans les manières désagréables de sa narration artificielle. Et malgré tout, je vais vous avouer un truc, mais je suis quasiment sûr que je vais retourner le voir. Parce que malgré tout ce que j'ai avancé, et contrairement à Tenet, je n'ai très étonnamment pas vu du tout les 3 heures passées. Il y a notamment de très bonnes choses sur la créativité que j'ai envie de revoir sur grand écran. Mais voilà, c'est à peu près tout. Et une fois que ce sera fait, je pense que je le reverrai plus jamais de ma vie. Comme Tenet. Bon allez, bonne journée à tous. Restez calmes s'il vous plaît. Merci et à bientôt. Salut! Vous pouvez liker et vous abonner si vous avez aimé, me rejoindre sur d'autres réseaux si vous voulez me suivre plus avant, et me retrouver sur Tipeee si vous avez les moyens et vous sentez l'âme d'un mécène. Merci d'avoir partagé un peu de votre temps ici, et à très bientôt.